Et pas beau le générique de l'âme, franchement, dites-moi. Je me dis toujours que ce générique, je ne le changerai pas pour l'instant. Salut à tous, comment vous allez? On se retrouve pour une nouvelle rencontre là en direct sur Facebook et sur YouTube. Donc vous pouvez tous interagir, laisser des commentaires, écrire, voilà, en direct. Je prendrai les commentaires s'il y a des questions. On a une super table ronde qu'on a improvisée avec notre ami Sébastien Solo, fondateur avec Sylvie Armand de Ilia Édition. On va en parler dans quelques instants. Je suis ravi de vous retrouver et je suis ravi d'accueillir mes invités. Paul, salut Paul. Salut Alain, comment ça va? Bienvenue sur Olam. Sébastien. Salut Alain, salut Paul. Salut Heidi. Salut Seb. Salut. Et Elvira. La Bonjour. conscience s'amuse ou Elvira tout court. Merci d'être avec nous ce soir. Merci direct. de nous accueillir. Merci à toi. C'est un plaisir. Nous sommes déjà, je vais vous dire combien nous sommes déjà, à mon avis des milliers. Nous sommes 5. Nous sommes 10. C'est un bon départ. Soyons humbles. Mais ça va monter très vite, je le sens. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver. On avait envie de parler. Je vais donner tout de suite la parole à Sébastien, qui va nous présenter Paul. Ok. Voilà. Ça va être un grand plaisir, parce que Paul, c'est une belle rencontre, voilà, par le biais de ce jeu qu'on a mis en place avec Sylvie d'Ilia Édition. Paul a eu la gentillesse de nous envoyer son manuscrit, si tout ça n'était qu'un jeu. Et donc, on est d'abord tombé amoureux de son écrit, de son texte. Et après, donc, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur qui était ce Paul K. Donc, on s'est organisé une petite rencontre et franchement, voilà, c'était une évidence, quoi. Dans ce que Paul est, ce qu'il représente, voilà. Donc, ça a été pour nous un bonheur, quoi, d'avoir ça. C'était vraiment quasiment au tout début de l'aventure. Et donc, voilà. Donc, on découvre son monde qui est assez complexe, assez multiple. Voilà. Paul, il est acteur, il est réalisateur, il est scénariste, il est écrivain. En fait, c'est un artiste, quoi. Et donc, on découvre tout ça, on découvre ses différentes facettes. Là, il nous a fait des vidéos assez incroyables de présentation, justement, de son livre. Donc, des vidéos assez... Il y a de tout, quoi. C'est drôle, c'est déjanté, c'est intéressant. Enfin, voilà. Donc, ça, je vous invite à aller voir. Vous les retrouverez assez facilement sur notre site. Donc, voilà. Je ne vais pas faire trop longtemps, puis je ne veux pas qu'il soit gêné. Mais voilà ce que je peux vous dire sur... Génial. Alors, on va tout de suite montrer le bouquin. Voilà. Et si tout ça n'était qu'un jeu, on en parlera. Je te poserai quelques questions, Paul, parce que c'est vraiment différent de tout ce qu'on lit actuellement dans ce petit milieu spirituel, et c'est vraiment rafraîchissant. Heidi, ça va? Oui. Est-ce que tu nous présenterais Elvira? Elvira. Elvira, ça fait pas longtemps qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés à Toulouse pour le festival, le premier festival d'Instant Vertical avec Benjamin. Et en fait, je sais pas grand-chose de toi, Elvira, à part que tu es réalisatrice. En plus, tu connais plein de secrets. Mais c'est ça, en fait, je connais rien de ta vie, on va dire ta vie vie dans le monde, mais par contre, on a sympathisé immédiatement et on se raconte plein de trucs, et des fois plusieurs jours d'affilée, des choses même très intimes, on rigole beaucoup, et c'est tout ce qui compte. Donc, je sais pas, à part dire que c'est une super rencontre, je sais pas dire grand-chose d'autre. Elvira, tu nous parles d'Heidi? Heidi, c'est une petite boule de feu et d'amour qui elle transforme les trucs. En tout cas, elle aime pas le figé, quoi. Voilà, elle aime le vivant. Il faut que ça pétille, il faut que ça rigole, il faut tirer vers le haut, il faut ouvrir les yeux, il faut mettre des fessées. Ça tient pas en place. Moi, j'adore.
Ça va comme ça? Et elle a écrit un bouquin, mais ça, c'est vous qui allez en parler. Je ne l'ai pas encore lu d'ailleurs, je l'ai acheté, il est dédicacé, il attend. Et voilà. Je le montre aussi. J'ai choisi l'amour. Donc, Oui, elle choisit, Eddy, tu nous diras s'il y a donc quelqu'un qui choisit quelque chose. Très bientôt. On va revenir sur ça tout de suite après. Paul, tu nous présentes ton éditeur? Alors moi, Sébastien, c'est assez drôle parce que quand on fait des visios, autant je suis volubile, autant Sébastien, il est d'un calme et je trouve ça génial. Et je dois dire que la rencontre que j'ai faite avec Sébastien et Sylvie est pas miraculeuse parce que j'ai l'impression que ma vie est miraculeuse, mais c'est comme si je l'avais inventé pour moi. C'est-à-dire que il y a vraiment une, je sais pas comment, à travers nos échanges, il y a vraiment. On t'a perdu. Vous m'entendez? On t'a un peu perdu. Je rappelle que Paul. Je ne vois plus personne. Non, mais on t'a un peu perdu, Paul. Moi, je t'entends. Vous m'entendez? Ouais, moi je t'entends. Ouais, on t'entend, mais on te voit mal. L'image est un peu figée. C'est vrai que tu nous appelles de très loin. Moi, depuis ta grotte. Ça a coupé. Voilà. Je vous avoue de Scandinavie. Mais non, Sébastien, c'est en même temps un mystère et en même temps, j'ai l'impression que c'est un frère et que c'est un grand frère, mais en même temps, c'est un frère. Ça peut être tout, quoi. On a beaucoup d'échanges avec Sylvie et Sébastien. Je crois que ces jours-ci, on s'envoie 20-30 mails par jour. Et il y a vraiment une bienveillance constante. C'est-à-dire que je peux leur. Quand ils ont lu mon livre, je leur ai dit faites ce que vous voulez. J'ai une espèce de confiance totale. Je ne sais pas quoi dire. C'est comme si je pouvais lui remettre les clés de ma maison et partir. Enfin voilà, il y a une espèce de confiance absolue. Ça, voilà. On se connaît pas en fait. On s'écrit. Il y a vraiment c'est dans l'air. Je pourrais pas dire quelque chose il n'y a pas de choses factuelles. Il n'y a pas de choses. C'est vraiment. Ouais, c'est dans l'air en fait. C'est vraiment c'est une évidence. Sébastien, pour moi, est une évidence. C'est joli, ça. Et Eddy, toi aussi, tu as travaillé avec eux? Oui. Oui. Heidi, c'est la première. C'est celle qui a eu le courage, la première, en fait, de nous rejoindre, qui nous a envoyé son manuscrit. Et d'ailleurs, là, franchement, on avait quasiment reçu les deux coup sur coup, mais pour nous, c'était juste ahurissant. C'est-à-dire qu'on n'existait même pas, quasiment. On reçoit ce texte d'Heidi et on se dit, mais pourquoi elle nous l'envoie à nous, en fait? Elle pourrait l'envoyer n'importe où, nous l'envoyer à nous, et elle a choisi de nous faire confiance. Enfin, pour nous, c'était un miracle. Tu parlais de miracle, c'était ça. Et Paul, il est arrivé presque juste derrière. Enfin, c'était juste dingue, quoi. Donc, Heidi, c'est pareil, hein, une rencontre incroyable. Oui, à savoir que moi, j'avais acheté le livre avant qu'il soit édité chez Ilia de Sylvie. Et quand j'ai su que Sylvie allait éditer mon livre, c'était un petit peu, je le dis souvent, c'est comme si j'étais un écrivain qui adorait Victor Hugo et qui se faisait éditer par Victor Hugo, tu vois. C'est mon livre de chevet et pour moi, c'était le plus, pas inespéré, mais c'était genre un cadeau. Voilà, être édité par le seul livre qui me restait à la maison, la seule écrivaine qui avait pu mettre en conceptualiser pour moi l'inconceptualisable de la non-dualité, c'était genre miraculeux. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans vos profils respectifs, c'est que vous n'êtes pas du tout d'un milieu spirituel, il n'y a même pas eu de quête depuis l'enfance. C'est quelque chose qui vous est un peu tombé dessus, cette on va dire, éveil ou cette réalisation, enfin, il a été vu qu'il y avait autre chose, on va dire ça comme ça. Et vous avez tous des backgrounds qui sont complètement, qui viennent d'un autre monde, avec des parcours de vie parfois compliqués. Et vous n'êtes pas des enseignants, voilà, a priori, vous n'êtes pas. Et c'est intéressant de voir ça. Et je me tourne vers Sébastien, qui on a l'impression que c'est même la couleur Ilia pour l'instant. Oui, c'est-à-dire que nous, en fait, on ne veut pas s'enfermer parce qu'il y a.
toutes les voix, en fait, elles peuvent être entendues parce qu'en fait, chacun raconte son vécu et tout est aussi vrai l'un que l'autre, quoi. Le titre d'Heidi, presque, il est provocateur dans la dualité, mais je trouve ça génial, en fait, j'ai choisi l'amour parce que du coup, elle en parlera aussi bien, mais voilà. L'idée, c'est pas de s'enfermer dans des trucs, il n'y a personne qui fait, on fait rien, etc. Juste, on raconte ce qu'on vit, et après, ça parle ou ça parle pas, mais en fait, il n'y a pas de vérité absolue. Et je trouve que dans les couleurs, justement, la façon dont c'est raconté, Elvira, c'est pareil, moi, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, on va dire, dans mon monde, et en fait, elle a une façon d'exprimer les choses que je trouve géniale, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude d'entendre, avec beaucoup d'humour, assez cash, et je trouve que c'est génial en fait d'entendre d'autres. Parce qu'au bout d'un moment, il peut y avoir une saturation. Moi, pour avoir été longtemps dans certains milieux d'entendre, à un moment donné, il y a des trucs qui fatiguent, quoi. Et je trouve que voilà, toutes les expressions, en fait, tu sais, c'est comme une palette de couleurs. On a envie que toutes les couleurs elles apparaissent en fait sur le dessin, quoi. Donc on s'amuse avec ça, tout ce qu'on reçoit, on a ça en tête. On veut vraiment pas être enfermé dans une catégorie, quoi. En fait, nous, c'est pas compliqué quand on reçoit quelque chose. Si franchement, ça nous fait. Si on a l'envie derrière de le faire lire à quelqu'un, de dire c'est génial, ça me plaît, bah, pour nous, c'est ça, quoi. Et après, peu importe comment c'est raconté, ce que tu as dit, ça parle ou ça parle pas, quoi. Alors, je reviens sur cette idée-là on a la télé qui s'allume à nouveau. On va y être, c'est pas grave. Je reviens sur vos parcours. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a quand même un dénominateur commun, c'est une forme de souffrance. Elvira, je ne connais pas tout ton parcours personnel. Tu nous diras si tu te sens concerné. Mais on a l'impression que, enfin, moi je le sais parce que pour côtoyer des centaines de participants, la souffrance est quand même le moteur principal à cette découverte de notre vraie nature, à cet éveil, ce besoin de voir s'il n'y a pas autre chose. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Là, tu peux envoyer à Heidi, parce qu'Heidi, côté Oui, souffrance. Heidi, elle s'y connaît en souffrance. Elle peut y aller, je pense qu'elle a le pompon. Je ne connais pas la vie d'Elvira, mais je pense que Heidi, elle est pas mal là. Je détiens le pompon là. Ouais, tu as un joli parcours, Heidi. Mais Heidi, je rappelle qu'il avait fait une super émission avec Olivia où elle avait raconté toute sa vie. Oui. Voilà, on a l'impression. Et puis, par exemple, Sébastien, toi, tu étais plus dans le cheminement d'un chercheur pur, questionneur de sens dès l'adolescence et qui a tout essayé, etc., pour arriver, enfin, plus tard à cette découverte, mais ça n'est pas forcément passé par une souffrance, si je me trompe. Oui, non, c'est tout venu un peu par surprise. Hein, j'ai un peu découvert au fur et à mesure. Et d'ailleurs, moi, j'avais l'impression que justement que c'était pas de la souffrance, souvent ce que je disais. C'était plus de la curiosité. Et je découvrais les choses au fur et à mesure. Après, avec le recul, je me rends compte qu'en effet, il y avait forcément une forme de souffrance qui amenait à ces questionnements. Mais je veux dire, c'était pas aussi marqué dans l'histoire que peut l'être l'histoire d'Heidi, par exemple, avec vraiment des choses assez dures, entre guillemets. Et donc, oui, je pense qu'il y a tous les niveaux, mais en creux, c'est quand même la souffrance, en fait, qui met en mouvement, quoi. Et alors, tous vous accompagnez, enfin, pas Paul, je crois, mais Elvira, et dans des approches différentes, vous accompagnez des gens. Est-ce que vous constatez ça aussi, cette souffrance qui est le moteur premier pour cette recherche d'autre chose? Elvira ou Heidi, je vous laisse répondre. Oui, le moteur, tu disais la souffrance, le moteur, oui. Oui, c'est le moteur de recherche, bien sûr. Hein. On souffre tellement. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent tous les matins en me disant mais moi, tous les matins, je me lève et je suis en souffrance et je veux me sortir de là. Donc, c'est ça qui met en route, ouais. C'était ça ta question? C'était ça, à peu près. Ouais, c'était ça. J'ai eu un plan. Elvira? Ouais, moi, ce que je vois, c'est que la souffrance accule et fait péter la vitrine. En fait, à un moment, ça casse. Moi, je vois des gens avec qui j'échange et qui viennent vers moi. Ils acceptent, en fait, au bout d'un moment, que ça se fissure. Il y a un moment, ils acceptent que la structure éclate pour qu'il y ait éventuellement autre chose. Oui, il y a un côté ne plus en pouvoir qui fait qu'on est prêt à d'autres possibles.
Et après, il y a des chercheurs, alors il y a des gens, bref, il y a des chercheurs chevronnés qui sont addicts à la recherche, mais oui, enfin, je sais pas si c'est pour moi le mot moteur, la souffrance, mais ce sont des clés de vision, en fait. Ça, c'est sûr. Paul, toi aussi, dans ton bouquin, tu racontes toutes ces crises, ces dépressions, ce mal-être qui t'a accompagné dans une première partie avant de rencontrer Émile. Oui, Émile, c'est la transcendance de tout mon parcours, Oui. mais c'est vrai que, en fait, moi, j'accompagne pas de gens qui sont en quête, mais par contre, je vois dans mon quotidien que la souffrance, en fait, c'est le vêtement de l'humain, dans le sens où il n'est pas conscient qu'il est à la recherche d'un absolu, et c'est ça qui fait souffrir. Moi, dans mon parcours, notamment de comédien, j'avais l'impression que j'étais le dieu de mon monde et que c'était moi qui gouverne. C'était ça ma souffrance, j'avais l'impression que c'était moi qui faisais les choix. Et à un moment donné, on arrive à un mur où on est, comme dit Elvira, où on est acculé, où on voit en fait qu'on n'a plus de possibilités. Et soit on tombe, soit il se passe autre chose. Et j'ai la sensation que c'est quand on fait face à ce mur d'impossibilité dans la matière, c'est-à-dire d'aller au-delà, on ne peut pas aller dans l'absolu en fait. En tant qu'être humain, on n'a pas accès à l'infini. Quand on aime quelqu'un, moi je sais que au niveau de l'amour, on a envie d'être aimé par les autres, mais il y a un manque toujours. Il y a un manque parce que en fait, la recherche, elle est d'être aimé d'une façon infinie. C'est ça, pour moi, c'est ça la souffrance. C'est qu'on n'arrive pas à atteindre cet infini. Et quand Elvira dit que ça craque, c'est ça. C'est qu'à un moment, en tant que personnage, on doit se contenter de la petitesse que l'on est. Et c'est à ce moment-là que les choses commencent. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, qu'on s'aperçoit qu'on est dans un livre, dans un jeu vidéo, dans un monde. Moi, je sais que ma rencontre avec Elvira a été assez incroyable parce que ça a remis un espèce de phare sur le personnage. Et j'ai trouvé ça assez génial, en fait, c'est comme si on me donnait la manette de mon petit moi, et que je comprenais pourquoi j'agissais d'une telle manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que moi j'aime le partage avec les gens qui ne sont pas conscients eux-mêmes de leur souffrance. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, effectivement, ils vont pas bien, et moi, parfois ça m'embête parce que je me dis, mince, élève-toi un petit peu et tu verras, ça va être beaucoup bien plus léger en fait. Mais moi, la souffrance, elle était amoureuse, tu vois. Oui, j'ai lu, tu étais un tombeur qui a vécu pas mal d'expériences belles et douloureuses aussi. Ouais, c'est fini maintenant, t'es vieux, t'es à la retraite, c'est bon. Ben ouais, non, mais oui, mais c'est ça. À un moment, tu fais le tour et tu t'aperçois que c'est une partie de l'existence et ça forge en fait la noirceur forge autre chose. Et c'est vrai que dans mon métier d'acteur, moi, j'allais à fond dans l'ego, dans la noirceur, dans l'autodestruction. Et à un moment donné, je suis arrivé à un mur et c'était genre soit de la mort, soit de l'inconnu en fait. Alors, tu nous parlais de Elvira, tu veux nous dire un mot sur cette activité que tu as, qui est le design humain? Oui, parler de ça, je suppose. Ouais, je fais pas que ça en fait. J'aide les gens un peu au discernement, on va dire. Le design humain, ça m'est tombé dessus par une excellente amie qui est devenue une excellente amie, Marlene Design Humain d'ailleurs, super fortiche dans le domaine. Qui, comme ça, dans un chat Instagram, s'est mis à me parler de mon schéma corporel, en fait. Donc, moi, je sais qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Moi, en plus, j'en avais rien à cirer de tous ces machins ésotériques. J'avais jamais fait un thème astral ni quoi que ce soit. Tout ça m'intéressait pas du tout. Et c'est vrai que ça m'a bluffé parce qu'à partir de date, lieu et heure de naissance, elle a commencé à me décrire même ma façon de bouffer, quoi. Donc, j'ai un peu halluciné. Du coup, j'ai acheté un bouquin. J'ai commencé à farfouiller en autodidacte. Et en autodidacte, j'ai sombré, j'ai rien compris. Et j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à faire une formation, puis deux.
et à regarder le schéma corporel de mes enfants, de mes parents. Et il y a eu tellement de choses qui étaient écrites noir sur blanc, des schémas relationnels entre moi et d'autres personnes. Et là, je me suis dit, ben, c'est quoi cette fiction-là Moi qui croyais en rien du tout, j'ai été juste bluffée. Et j'ai commencé à délivrer des analyses à des personnes et là, je me rends compte que ça fait un bien fou de se réconcilier avec l'avatar, le personnage, on l'appelle comme on veut, de revenir enfiler la chaussette mouillée pour jouer dans le monde, quoi. Et en t'expliquant ta mécanique, ton énergétique, en fait, une forme de déculpabilisation, de pardon. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on pense, on se dit c'est le mental, c'est mes traumas, c'est mes traumatismes, machin. En fait, non, c'est mécanique et c'est énergétique. Tu fais péter la psychologie, en fait. Ce sont des moteurs, des canaux, des tuyaux, tu as un câblage. Voilà. Et en fait, c'est un peu, je vais faire très court, mais c'est un peu comme si je vais chez toi t'expliquer comment marche ton lave-vaisselle et que ça fait 8 ans que tu crois qu'il lave mal alors que c'est une machine performante, c'est juste que tu sais pas t'en servir et que tu l'engueules à longueur de temps et que tu le blâmes et que tu mets ça sur le compte de la psycho et du mental et je ne sais quoi. Une forme de réconciliation, asseoir le mental à l'arrière de la Cadillac pour qu'il regarde le paysage. Lâcher le volant, en fait. Voilà. Et couper les derniers fils, parce que ça fonctionne pour les gens qui sont ultra identifiés et pas du tout même dans une recherche d'éveil. Voilà. Comme ça marche pour les gens déjà réalisés qui veulent couper certains fils de la montgolfière, des machins qui traînent, ou tout simplement s'amuser à s'observer et se dire « Ah putain, c'est pour ça. Je suis pas un taiseux parce que mon père m'a dit de fermer ma gueule quand j'étais petit. Je suis un taiseux parce que j'ai une gorge de taiseux. Mon centre énergétique est taiseux. » Donc voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de pardon et d'amusement, de fluidité pour jouer. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, et on en a parlé tous les deux, c'était cette idée que même des personnes qui ont réalisé quelque chose et qui ne sont plus censées se préoccuper des... Est-ce que c'est vrai ça? Ah, on va en parler si tu me diras. Ils ne sont plus censés. Vous savez, tous les réalisés qui viennent me voir, il y a des grands noms. Hein. Ah bon, tu peux balancer Ils ne sont plus censés se préoccuper des réactions et des hauts et des bas du personnage qui serait donc plus en paix. Donc il y aurait une paix qui aurait été établie dans la réalisation et dans l'éveil, mais qui s'intéresse quand même au fonctionnement de ce petit personnage. C'est ça que tu nous dis. Oui. C'est donc c'est ce que je te dis. Je pense que la plupart des gens qui viennent me voir sont réalisés. Je te dis, c'est une réconciliation. Je pense qu'il y a quitter le personnage, voir que tout ça est fiction, et après tu restes comme ça, assis au fond du fauteuil, à regarder un film jusqu'à la fin de tes jours. Il y en a plein qui sont bien. Ouais, mais alors ça, je vous pose la question parce que je crois que c'est l'un des premiers pièges justement de la non-dualité et de l'éveil, c'est de penser qu'on est déconnecté du film. Ouais. Le fait qu'on peut voir le film, qu'on peut voir l'histoire, qu'on peut voir le jeu vidéo, peu importe comment tu l'appelles, ne veut pas dire qu'on n'en fait pas partie. Vous êtes d'accord ? C'est deux en un. Ce n'est qu'un. Ce n'est qu'un. Donc, il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un. Je suis désolée. Tu peux appeler ça autre chose que quelqu'un. Il y a un schéma corporel avec des tuyauteries et ça communique. On est d'accord. Non, mais il y a souvent ce piège, voilà, qui est offert. Comme tu le décrivais, cet arrière-plan parfait, ce contenant, comme on disait Jean-Marc Mantel hier soir. Et qui crée à nouveau une nouvelle séparation avec la manifestation finalement. Tu sais, moi je vois plein de réalisés qui ont réalisé et qui en fait adoptent le mental s'en empare et il y a une posture mentale de retrait. Oui, donc c'est pas de la réalisation véritable. Quoi. Ça existe la réalisation véritable. Ah, moi je veux une réalisation véritable. Tu peux la vouloir. Tu as le droit de la vouloir. 100% véritable éveillé. Là, tu me parles d'un demi-éveillé. T'en connais, toi, des éveillés, des vrais éveillés ?
Je sais C'est pas, j'ai quoi l'impression que un vrai Ramana, c'était pas mal. Oui, il est pas mal, ouais. C'était pas mal. Tu vois, ils Pas étaient bien mal, déjà. oui. Ouais, enfin, les noms, quoi. Mama Nanda Moyi, c'était pas Oui, mal. mais ils ont une couleur. Voilà les noms que je te donne, tu vois, je te donne pas Ramana, il a une tuyauterie, il a une façon d'échanger, de parler, de Oui, mais bien sûr, mais je suis d'accord avec toi. Non, je suis Oui. tout à fait d'accord. Je suis le premier à mettre ça en avant. Mm. L'importance de la manifestation qui n'est pas séparée de cet arrière-plan, absolument pas. Heidi, tu veux nous dire quelque chose là-dessus? Je sens que tu peux nous dire quelque chose là-dessus. Ouais, moi j'ai fait un peu une overdose aussi d'entendre il n'y a personne, il n'y a que la conscience qui fait, j'attends la présence, j'attends l'élan et il n'y a personne pour agir. J'ai fait un peu une overdose avec ça. Moi, ça faisait pas du tout partie de mon langage, donc je l'ai découvert il y a quoi, 1 an et demi, hein, tout ce monde-là de non-dualité, réalisation du soi, même de parler de personnages. J'ai découvert ça il y a 1 an et demi. Ça m'était complètement étranger. Et puis, j'ai eu aussi les questions, effectivement, de puisqu'il n'y a personne, pourquoi tu as choisi le titre J'ai choisi l'amour? Il y a qui pour choisir? Donc, ouais, effectivement, non, pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui choisit. Hein. C'est pas très non-duel. Hein. J'ai choisi. Ah Et bah, en plus, l'amour, les non-duels, ils sont pas très amour. non, ça n'existe même pas. Donc, Alors, non, pour alors attends, Eddie. Donc, il y a quelqu'un qui choisit? bah, il y a toujours le personnage, hein, pour moi, hein, bien sûr. Hein. Mais ce personnage, est-ce qu'il choisit quelque chose? On va rentrer. Ah bah ouais, on est là pour en parler. Alors, depuis ma fenêtre, moi, j'ai toujours choisi, oui. J'ai toujours choisi en tant que Heidi qui choisit et qui choisit quoi? Qui choisit de poser son regard plutôt sur tout ce qui fait peur et tout ce qui se raconte des situations, ou orienter, on va dire, mon regard intérieur vers ce choix qui est de choisir l'amour. Mais l'amour avec un grand A, l'amour qui regarde avec sans condition, déconditionné, au-delà de l'histoire. Avec cet amour que l'on est au-delà de la forme. Que l'on intègre, que l'on incarne. Et pour moi, ça a toujours fonctionné comme ça. Toujours. Donc, soit je rentrais dans les histoires et je croyais à tout ce qui se passait. Et puis globalement, il y avait de la souffrance. Soit à un moment, je dis, bon, j'en ai marre de souffrir, je me tourne plutôt vers l'amour. Et puis là, tout disparaît. Et effectivement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus d'histoire et tout change, les situations changent immédiatement. Et il n'empêche qu'on est toujours là en tant que personnage. Comment je pourrais dire autrement? C'est partir dans les tours. Il y a quelque chose qui nous arrive, ça ne nous plaît pas et ça y est, le mental se met en route, on se défend, on trouve les arguments, alors on commence à se disputer, etc. Et on part dans les tours. Le mental se met en route, on veut avoir raison, on veut gagner la bagarre. Bon, je l'ai fait aussi. Hein. Il y a des moments, je souffrais, je tournais en rond là-dedans. Et puis je ne sais pas pourquoi, ça s'est toujours fait comme ça chez moi. À un moment, c'était, attends, j'ai oublié là. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié que j'étais l'amour, tout simplement. Et ça s'arrêtait immédiatement. C'est-à-dire que c'est comme, je sais pas, rendre son tablier, jeter les armes. J'arrête la bagarre. J'arrête de me défendre. J'arrête de parler. Je reviens là, je respire, je me pose et j'arrête de vouloir gagner. J'ai toujours fait ça. Donc, pour moi, il y a toujours, bien sûr, il y a quelqu'un, et là, c'est Heidi qui fait ça, bien sûr. Après, il y a cette puissance d'amour, comme si elle prenait le relais, qui fait, ben oui, mais bien sûr que c'est ça. Et c'est tellement puissant que ça rejaillit sur l'environnement et sur les gens autour. Qui c'est qui veut rebondir là-dessus? Ouais, moi, ça me parle, je ne l'exprime pas vraiment comme elle, mais moi, je vais essayer de te la faire courte à la Elvira, mais moi, je suis Dieu qui va à Monoprix, en fait. Puis, quand je dis qu'il y a un personnage, je suis tout le temps la conscience qui se prend pour Elvira. Et vous êtes la conscience qui se prend pour Alain. Et en fait, c'est pour ça que c'est tout le temps un. Donc, il y a assumé complètement. Je suis la conscience, il y a ce regard
ce regard, le truc qu'on peut pas décrire là, tes œufs, ce machin silencieux qui crée, ce qui fait que moi je me promène à l'intérieur de mon propre rêve. Je suis la conscience qui rêve et qui s'amuse à être Elvira. C'est pour ça que j'ai appelé tout mon bazar comme ça, là, la conscience. Je suis Dieu qui joue. Moi, quand ça a basculé, j'avais aucune référence spirituelle en fait. Et je me suis reconnue dans une étagère en fait. Et ce que ça a dit, j'ai pensé, bordel, je suis Dieu. J'ai vu que je créais tout, que tout ça était effectivement comme un jeu vidéo, un pas mouvant, parce que ça faisait 1 an que je vivais des phénomènes paranormaux en avalanche. J'étais dépassée en burn-out, j'en pouvais plus, c'était d'une brutalité intrusive terrible. Et d'un coup, j'ai vu que j'avais tout créé. Quand je dis je, c'est par Elvira. Il y a un grand machin conscient qui est autant le miroir qui est là, que mon chat, que cet ordinateur, que toi, là, que ceux qui écoutent. Et d'un coup, c'était filtré par Elvira comme de l'eau que tu passes dans du café, ça prend couleur café, mais c'est la même flotte pour tout. Ce qui fait que quand moi je parle du personnage, c'est bon, toi tu te prends pour Heidi, je vais te faire ton schéma corporel. Ton schéma corporel, il est plus comme ci, comme ça, il y a plus d'action, plus de machin. Toi par contre, toi t'es plus tes œufs, toi t'as plus besoin de dormir, comme un peu à travers toi, la conscience s'amuse à ça. Donc moi, c'est tout le temps, c'est pour ça que je dis tout le temps, je suis Dieu. Moi, ça m'amuse maintenant, je suis Dieu à Monoprix. Oui, non. C'est simple. C'est pour ça que le perso. Oui, pardon. Le perso, il est joué. Il est joué. Moi, je sais qu'il y a eu des moments, je regardais ma main en me disant, wow, je joue à avoir cette main. Alors, est-ce que cette main existe vraiment, etc. Mais ouais, je suis toujours le tout qui joue à être Elvira. Donc, des fois, tu sais, le volume, il change. Des fois, la combi latex, elle est un peu plus moite, un peu plus collée. Et des fois, c'est complètement éthéré. Des fois, c'est plus vaste, plus large. Ça va, ça respire, c'est vivant. Mais c'est le grand vivant qui joue à être mon pantin ou un autre. Je suis une caméra GoPro et ça regarde le monde par là et ça regarde ce que ça crée. Wow, ça crée ça. Voilà. C'est joliment exprimé en tout cas. En tout cas, tu as le titre de ton livre, Je suis Dieu qui va au Monoprix. Voilà, faut trouver un éditeur. Sébastien, t'en penses quoi? Ou Paul, allez-y, vous pouvez vous intervenir. Vas-y, Seb. Ouais, bah après, moi j'en pense que du bien parce que du coup j'ai joué à ce jeu-là justement du design humain parce que ça m'a intrigué. Et que moi je suis assez curieux de nature et que je voulais aller voir ça un peu. Et donc oui, bah, c'est fascinant en fait. J'avais déjà fait des trucs comme ça, mais il y a quelques années quand j'étais en recherche d'astrologie, numérologie. Et déjà ça m'avait un petit peu intrigué. Là, bon, quand il y a quelqu'un qui te dit, mais toi tu dois faire la sieste, non? Bah ouais, un peu tous les jours. Ça explique plein de choses, en fait, indépendamment de ça, dans le comportement, dans le fonctionnement. Donc ça m'amuse, en fait, de voir que... en fait, ça m'amuse parce que je trouve ça, en fait, plus incompréhensible, plus je suis fasciné, en fait. C'est-à-dire que il y a vraiment devant cette vie, tu vois, un émerveillement inouï de dire, je ne comprends pas qu'il y ait cette vie. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Je ne comprends pas que je sois en train de vous parler, là, etc., que les mots sortent. Et donc, quand tu as des trucs comme ça qui arrivent ou des rencontres, tu te dis, mais c'est juste pas possible, quoi. Et moi, j'ai l'impression, en fait, d'être un peu dans un mouvement, tu sais, les balanciers, là, qui font comme ça. Il y a des moments donnés, justement, c'est le « je suis tout », donc ce sentiment d'être Dieu, c'est ressenti parfois avec une espèce de solitude, mais pas une solitude triste, tu sais, la solitude de « ah, mais en fait, c'est que moi, là. Il n'y a que moi, là. » Tout ce qui se crée, c'est moi. Et donc, il y a un sentiment de solitude, mais pas le solitude du petit personnage, tu vois, qui est... Putain, je m'ennuie, quoi. Et puis, des fois, ça fond dedans. En fait, on t'entend plus, là. Oui, non, je disais, pour certains, cette compréhension que tu es tout seul, elle peut être source d'angoisse aussi. Oui, mais moi, en fait, je suis très à l'aise avec moi-même. Donc, en fait, je pense que du coup, c'est pour ça que ça me dérange pas. Tout seul, tu te démerdes. Exactement, ouais. J'adore la compagnie, mais par contre, je suis tout seul. Donc, en fait, peut-être que du coup, ça se vit différemment, j'en sais rien. Et au bout du balancier, il y a le petit personnage qui se balade là aussi, tu vois, qui apparaît. Et voilà. Et en effet, des fois, la vie prend des teintes bizarres aussi. Moi, ça m'arrive aussi d'avoir des expériences, des fois, de vraiment comme si le décor allait s'effondrer, quoi. Tu sens le truc qui est complètement irréel. À un moment donné, ça fait tellement pas de sens que
tu as l'impression que tu es en train de voir derrière, le truc est en train de disparaître. Et tu te dis, c'est bizarre là, il y a quelque chose qui est plus normal en fait. Et puis hop, ça revient. Bon, c'est comme ça. Et toutes ces histoires-là, je te dis, c'est fascinant. Comment tu peux expliquer que parce que je donne une date de naissance ou un truc et derrière, et puis c'est pas que un truc, toi, c'est plusieurs choses qui se mettent bout à bout et qui font que, et surtout qui sont validées moi par ce que je vis en fait. C'est pas une question de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est vu que bah oui, ça se vit comme ça en fait. En effet, c'est exactement ça. Et du coup, il y a vraiment aussi une quand tu comprends que toi, tu as un mode de fonctionnement et que les autres ont d'autres modes de fonctionnement, mais que c'est vraiment vu, du coup, tu as envie de jouer avec ça aussi. De dire, ok, l'autre, il est complètement différent, mais par contre, je vais essayer de comprendre aussi comment il fonctionne, tu vois. Et que je peux pas attendre qu'il soit comme moi pour qu'on puisse fonctionner ensemble, c'est pas possible, ça. Et heureusement, d'ailleurs, sinon, ça serait triste, quoi. Et c'est ça qui est chouette, justement, d'avoir toutes ces couleurs-là, tous ces visages, et voilà. Donc, pour moi, ça mène vraiment de l'amusement, quoi. Du coup, je sais plus du tout c'était quoi le sujet au départ, la question, mais... Je sais plus, c'est pas grave. Il y a une autre chose qui m'est venue là, c'est cette idée de... Souvent, quand on rencontre des enseignants ou des non-duels réalisés ou semi-réalisés, il y a ce discours où cette idée de mystère n'est plus là. Et moi, ça m'interpelle toujours. Parce que moi, je suis en permanence émerveillé par le mystère de tout, et de la création, et des fleurs, et des êtres humains. Est-ce que c'est quelque chose qui continue de vous animer, cet émerveillement? Paul? Tu parles de quel émerveillement là, l'émerveillement de l'existence, le mystère de la création, de tout ça. C'est quelque chose qui a changé chez toi, qui a évolué? Moi, je suis toujours émerveillé. Avant, déjà, même avant, j'étais émerveillé par des choses qui m'apparaissaient impossibles. Par exemple, j'ai vu un jour, je ne sais pas si vous aviez vu cette publicité où c'était des hommes qui marchaient sur l'eau. Et c'était deux types qui étaient en camionnette et qui s'amusaient à courir sur l'eau. Donc, ils faisaient 10 mètres sur l'eau et moi, je rêvais de courir sur l'eau. Donc, je m'étais dit, il faut que je fasse ça. Et je me suis aperçu au bout de 2 mois où j'ai fait des recherches, je me dis comment courir sur l'eau, incurvé. Hein. Je me suis aperçu que c'était une fausse pub. Et c'était terrible pour moi. Et j'ai eu, pendant donc, le confinement, j'ai entendu parler, on en a parlé avec Sébastien, il m'a dit mais pourquoi vous faites tout ça? Et j'ai demandé à Heidi, j'ai entendu parler du pranisme, qui m'apparaissait un truc complètement fou. Et pendant le confinement, on était seuls avec nous, ça a été un espèce de moment comme ça. Et je me suis dit, c'est le moment, je vais me lancer là-dedans. Et en fait, je me suis lancé dans cette aventure parce que j'avais envie de... Tu vois, cette idée de il n'y a pas de corps, il n'y a pas de... Je me suis dit, mais s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas besoin de nourrir. On nourrit un personnage. Et je me suis amusé, en fait, à ne plus manger, en fait, à faire. Et j'ai écrit un carnet de bord que j'ai envoyé à mon médecin. Et au bout de 50, 60 jours, je voyais qu'en fait, il n'y avait pas besoin. Et ça, c'était mon émerveillement. C'était de me dire... Et tu n'as pas mangé véritablement pendant Ah ouais, non, mais mon plus long moment où je n'ai pas mangé, ça doit être pratiquement 200 jours. Où je buvais de temps en temps un petit jus de pomme. Et je sais que Pierre avec Pierre et Gérald, a fait un stage comme ça, j'avais entendu. Et il disait que c'était super pratique parce qu'il pouvait partir 10 jours et se mettre en mode pranique. Comme ça, il n'avait plus besoin de manger. Et je trouvais ça juste incroyable dans l'idée un peu du jeu. C'est-à-dire qu'on a des bouquins de sciences qui nous disent, il y a des lois physiques qui disent que, moi on me disait au théâtre, un corps qui n'a pas un sac vide ne tient pas sur scène. Et d'un coup, tout était remis en question. Il n'y avait plus de lois physiques qui tenaient, puisqu'il n'y avait pas de nourriture qui rentrait. Donc pas besoin d'aller aux toilettes, pas besoin, mais pourtant, une énergie de fou, pas besoin de beaucoup dormir. Et voilà. Et moi, j'ai l'impression que c'est l'attention qui compte. C'est-à-dire que y a une sorte d'attention. La vraie attention, c'est l'attention de partout. Et dès qu'on perd l'attention, on rentre dans une espèce de densité du corps, dans des émotions, dans des choses qui fait qu'il y a le personnage qui revient à l'assaut et qui peut se trouver dans des combats qui, en fait, n'ont pas lieu d'être. Mais
Mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment une sorte de vrai jeu. Et moi, j'aime jouer au jeu. C'est-à-dire de me lancer des défis, de me dire, OK, on me dit ça. On me dit qu'il n'y a personne, donc je vais jouer vraiment le truc qu'il n'y a personne. On me dit que tout est possible grâce à une foi indéfectible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une foi indéfectible. Quand tu as une foi, tout marche sur la foi. Si je crois à quelque chose, dans toutes mes cellules, ça devient vrai. Bah oui. Et y a que ça. Pour moi, c'est la seule règle. Et c'est si je crois dans quelque chose, c'est vrai. C'est la règle de Dieu, en fait. Si je crois que je ne peux pas manger, des fois, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que moi, je peux ne pas manger? Je leur dis, tu peux le faire, mais si tu le fais, tu vas mourir. Mais si tu le fais, tu dois le faire avec toutes tes cellules. Si je monte sur le toit avec toi et qu'on croit véritablement qu'on peut voler, on va réussir. Par contre, je n'arrive pas à croire à 1000% que je peux voler. Mais je suis sûr qu'on pourrait le faire. Tu essaieras et tu me dis, hein, tu essaieras et tu me dis. D'accord. Merci. Les amis, vous êtes déjà une centaine entre YouTube et Facebook à nous suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Eddie, est-ce que je voulais t'entendre rebondir sur cette idée de mystère? Que ça te parle? De mystère ou d'émerveillement? Tu parlais d'émerveillement, mystère de la vie. Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là en toi? Ah oui, ça a toujours été. Hein. Ça m'a toujours habité. Hein. Malgré les bas-fonds dans lesquels je suis descendue, il y avait toujours cette force et qui m'émerveillait, effectivement, dire mais c'est pas possible, je peux pas mourir. Et ça me remettait sur mes deux jambes et avec vraiment une joie et un émerveillement, effectivement, de tout, mais juste de tout. Tout. Juste tout le temps. Je suis toujours, même chez moi, hein, je suis collée à la fenêtre et je regarde soit les nuages, soit les montagnes, soit le soleil, les reflets, les feuilles, les mains qui font la vaisselle ou les sourires des gens dans la rue. Enfin, tout est source d'émerveillement et de contemplation. Bon, j'ai toujours été contemplative aussi, donc tout fait du bien, tout fait goûter la vie, tout fait goûter le calme ou la joie, tout le temps. Tout le temps. Donc, bien sûr, toujours maintenant, ça a toujours été. Je me connais que comme ça. Merci, Eddie. Alors, je reviens un instant sur cette idée d'éveil, sur cette histoire d'éveil. On a un peu l'impression parfois que c'est un mot tabou, qui dérange, ou qui n'est pas clair, ou qui est un peu utilisé à toutes les sauces. Comment vous le définiriez-vous chacun? Et est-ce que pour vous, c'est une étape ou une étape avant autre chose On parle souvent, il y a éveil et puis après, il y a réalisation, enfin, selon les enseignements, selon les maîtres, etc. Et puis, il y a des enseignements qui n'utilisent pas du tout le mot d'éveil. Voilà, j'aimerais avoir votre définition de ça dans le cadre de votre expérience d'éveil personnel. Quoi. Qui c'est qui veut commencer? Moi, je veux bien. Moi, pour moi, j'ai la sensation que c'est la fin de la souffrance. Si je reviens au design que m'a fait Elvira, il y avait vraiment quelque chose, elle me parlait d'une météo qui est, je ne sais plus comment tu m'avais dit ça, mais qui était, j'avais pas de prise dessus. Après, moi, hein, ouais, voilà. Électrique au niveau des émotions. Ouais, et elle me dit, ça se trouve, elle me dit, je pense que des fois tu dois te réveiller le matin ou ça va pas, et effectivement, avant, on va dire mes 39 ans, où j'ai vraiment subi le mur, j'avais ce côté où je voyais la vie à des moments, il y avait un cafard, mais j'avais envie de mourir sur place, quoi. Je me dis, mais comment je vais faire? Et je m'aperçois que ça n'existe plus en fait dans mon existence. Il y a plus de parfois, ça m'arrive une microseconde d'avoir un espèce de trou noir comme ça, et je me dis, mais oh, ça vient me prendre, mais ça dure vraiment une microseconde. C'est comme un rappel de quelque chose. Et puis c'est vu. J'ai pas entendu? Je dis c'est vu. Oui, voilà. C'est exactement, c'est ça. Et mais c'est ça,
pour moi, c'est la fin de la souffrance, en fait. C'est la fin de l'importance de la petite. Enfin, c'est la fin de l'importance de la grandeur qu'on croit être, en acceptant d'être quelque chose de tout petit qui accueille la grandeur du tout, on va dire. Et c'est comme si ça s'encastrait. Tu vois, c'est comme si le personnage que Paul est vient s'encastrer dans un espèce de tout, et il accepte de se mouvoir dans ce tout qu'on dit, voilà, je suis tout. Mais en fait, c'est juste un espèce de puzzle où je suis une pièce qui vient échanger avec Alain, avec Elvira. Mais Paul, est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce que c'est pas la réalisation de la grandeur que l'on est qui accueille ce petit bonhomme qu'on croyait être? Moi, j'ai l'impression que c'est la même chose, c'est un Oui, paradoxe. je comprends bien que là. Mais cette réalisation, c'est la réalisation du grand Paul. Oui, mais moi, j'ai la sensation que c'est en acceptant ma petitesse, et c'est même avec Elvira que j'ai encore plus ingéré ça, c'est en acceptant complètement la petitesse de mon personnage, de n'être que ça, que d'un coup, il y a une espèce de transcendement, je ne sais pas si on peut dire ça. Transcendisation du reste. Je ne sais pas si... c'est vraiment en ayant mis un espèce de projecteur sur quelque chose qu'il y a eu quelque chose d'encore plus grand, plus facile, plus... Et pourtant, et c'est marrant parce qu'en commençant le design, ça m'a remis à un moment dans une densité pas très agréable. Je me suis dit, ah merde, et je commençais à avoir des disputes que je n'avais plus, à défendre des choses, et c'est comme si je me remettais d'accepter en fait qui j'étais. Et il y a vraiment une acceptation de la petitesse pour une pièce de puzzle, tu vois, il y a une espèce de tout, tu es une pièce de puzzle et tu te imbriques dedans et tu dis, ok, moi je joue à ça. Je joue à Paul qui écrit des petits trucs et je ne joue qu'à ça. Et en même temps, je vois qu'autour de moi, il y a une espèce de fluctuation. Et si je vais pas bien, je vois que le paysage il est plus gris. Si je vais bien, tout le monde. Enfin, tu vois que c'est ça. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui, moi je veux bien parce que ça me parle bien. Moi j'ai vraiment aussi l'impression d'une danse permanente, en fait, d'une modulation. C'est-à-dire que c'est toujours au même endroit, c'est toujours le même temps. Et ça se module, en fait. Ça prend des formes différentes. Et c'est pas vraiment. Tu vois, même l'idée du temps, tout ça, ça fait pas tellement de sens, en fait. J'entends bien, si tu veux, qu'il y ait des souvenirs qui remontent, mais ça y croit pas, en fait. J'y crois pas vraiment. Je sais pas comment l'expliquer, mais ok, il y a une histoire, tu vois, parce que là, je repense à, si tu me demandes de parler du chemin, donc de repenser à ce qui s'est passé. C'est vraiment vu comme, tu vois, comme une histoire. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Je sais pas trop, en fait. Moi, le souvenir que j'en ai, justement, c'est qu'il y a eu une recherche au début qui n'était pas vraiment vue comme une recherche. Et puis à un moment, ça a percuté en disant, mais en fait, c'est Dieu que je cherche. Et là, c'est comme si le feu avait brûlé, mais d'un coup, ça avait foutu une bûche énorme dans le brasier. Et donc là, il y a eu une phase, je ne sais même pas combien de temps, où là, par contre, ça a vraiment cherché à fond. Alors, sauf qu'après, comme ça cherchait Dieu, du coup, ça ne trouvait pas, parce que Dieu, c'était un imaginaire, tu vois, ça tendait quelque chose peut-être d'énorme. Et puis finalement, le feu s'est un peu éteint, et puis ça a été reconnu. Et du coup, c'est revenu à une vie, tu vois, une vie, une question, en fait. Pour moi, l'éveil, c'est vraiment la fin de la recherche au sens de toutes ces questions existentielles, en fait, qui n'apparaissent plus. Et la vie, en fait, du coup, est beaucoup plus légère parce qu'en fait, elle se vit sans ce poids du questionnement. Ça ne veut pas dire que du coup, j'ai les réponses, mais ça veut juste dire que du coup, les questions ne se posent plus et du coup, on est vraiment dans une joie. Enfin, moi, je suis dans une joie de vivre voilà, cette vie en tant que Sébastien. Et donc, c'est plus ça. Moi, l'image qui m'était venue à un moment donné, parce que je parlais avec des gens aussi, j'ai des amis qui sont assez proches des enseignements bouddhiques, donc avec les différents niveaux d'éveil, de réalisation et tout ça. Mais en fait, moi, ce que je vis, c'est un peu comme quand je jouais aux petits chevaux quand j'étais gamin. En fait, moi, ce qui me stressait quand j'étais petit, c'était si je me faisais rattraper avant d'être revenu à la maison. Parce que tu sais, si tu te fais attraper, tu es obligé de recommencer au début. Donc ça me stressait. Par contre, une fois que j'étais arrivé, que j'étais rentré à l'avion, que j'avais fait le 1, tu sais, j'étais rentré, ça se détendait. C'est bon, bah maintenant, je suis rentré, quoi. Maintenant, j'ai plus qu'à monter jusqu'en haut. Là, ça fait pareil, en fait.
C'est-à-dire que maintenant, peu importe en fait la forme que va prendre l'histoire, tu vois, qu'après il y ait un autre éveil, une autre réalisation, je sais pas, en fait, on s'en fout quoi. On s'en fout En surtout. fait, ce qui était... Surtout Bah ouais, ça, c'est quoi. ça. En fait, ce qui était pesant, c'était ce questionnement, cet abandon. Et en fait, Ouais, non, il y a tu vis ta vraiment. vie et puis tu vis ta vie. Oui, quoi. et puis il y a plus ce truc qui était là aussi avant, qui était ça va, mais je pense qu'il va m'arriver une merde quand même. Tu vois, il y a une espèce d'angoisse latente qui était un peu toujours là. Alors que maintenant, non, il n'y a plus du tout ça en fait. Tu vois, il arrive ce qu'il arrive, ça ne veut pas dire que la vie elle est parfaite, hein, évidemment, comme tout le monde. Il peut y avoir des soucis, des pertes de personnes proches et tout ça. Mais c'est plus du tout vécu comme un problème en fait, parce qu'en fait, ça sera vécu comme ça doit se vivre à ce moment-là, avec toutes les émotions, toute la gamme des émotions d'un humain, elles seront vécues quoi. Et c'est magnifique, toi, il y a pas la peur des émotions à vivre, hein. C'est juste des émotions quoi. Donc il n'y a plus ce truc-là quand même qui était hyper pesant quoi. De ça va me tomber sur le coin de la gueule quoi. Il y avait cette peur en permanence de quelque chose de dramatique. Oui, parce qu'il y avait un sentiment d'être tellement petit que tu te dis, mais je suis tellement petit que de toute façon, je vais me faire écraser, quoi. À un moment ou à un autre. Toi, dans ce monde-là, forcément que je vais me faire écraser, quoi. Et comme il n'y a plus cette perception d'être. Avec cette réalisation vient une forme de confiance. Voilà, Elvira disait je suis Dieu. Il y a cette confiance d'être dans les bras de quelque chose de divin, quoi, qui est quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment ça, une confiance, mais alors ouais, absolue et totale. Que en fait, tout va bien. Heidi? Oui, je peux dire que la même chose que Sébastien, hein, c'est ça, c'est une confiance absolue. Moi, on va dire pour moi, ça a été un chemin un peu spécial parce que le premier réveil a eu lieu il y a très longtemps, où j'ai vu effectivement que Heidi n'existait pas en tant que personne, que tout ça n'était qu'une grande hallucination. Toute ma vie, tout ce qui se passait, c'était juste quelque chose que j'étais en train d'halluciner. Néanmoins, je suis revenue, on va dire, dans ma vie avec toutes ces souffrances, etc. Et après, pendant très, 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 très longues années, j'ai comme, je sais pas ce que ça a été, d'aller me confronter dans la matière à toutes les histoires pour faire la paix ou pour pardonner avec tout, avec toutes les histoires, tout ce qui s'était passé, tous les acteurs, que ce soit dans ma vie ou la vie de ma famille. Il y avait ce besoin d'aller rencontrer tout ça et de faire la paix. Et plus j'avançais là-dedans, et plus, je sais pas comment dire, je sais pas trop le mot, c'est comme s'il y avait des étapes dans le pardon ou dans l'amour, d'aller visiter comme ça chaque histoire et chaque acteur pour faire cette paix. Je sais pas, c'était hyper important pour moi d'aller pacifier et voir ce pardon se répandre partout. Et ça a pris plein d'années. Et ensuite, je me dis, bon, maintenant, je vais m'occuper de moi. Et m'occuper de moi, c'était aller vraiment dans la profondeur de mon être. Pour moi, c'était justement, oui, ne plus souffrir. Le fait d'avoir fait la paix avec ces histoires, il n'y avait plus de souffrance. Et je voulais rencontrer de nouveau cet amour que j'avais connu là au moment de l'éveil et de l'être totalement, complètement. Il n'y a que ça qui m'intéressait. Et à ce moment-là, j'ai réécouté Annick de Souzenel et les étapes dont elle parle, ça m'a énormément émue parce que j'avais l'impression d'avoir traversé certaines de ces étapes, comme elle parle de l'échelle de Jacob, etc. Et j'avais l'impression d'avoir fait tout ça, toutes ces étapes, enfin, au moins en grande partie. Et je me disais, mais il y a encore quelque chose. Et j'ai eu besoin de faire silence, justement. Et c'est là où il n'y a personne. Je l'ai vécu pendant 2 ans, comme ça, à plus rien faire, à plus rien vouloir, à tout éteindre en moi, tous les désirs. J'ai tout éteint pour rester dans le calme et le silence, comme ça. Et je savais que c'était le chemin. C'était comme si j'avais pu, tu vois, je serais partie dans un monastère, quelque part dans la montagne, quoi. Je me posais même la question de vraiment le faire.
je voulais plus rien faire. J'en pouvais plus de faire, justement. J'en pouvais plus. Je voulais juste vivre cette paix et ce silence qui m'appelait tout le temps, tout le temps. Et je suis restée, on va dire, à peu près 2 ans comme ça. Et puis, il y a eu un autre retournement comme ça, un retournement total où effectivement, comme si le corps était trop petit pour faire vivre cette foi, quoi, cet amour. C'était trop petit. Et je me dis, bah, effectivement, il n'y a pas de corps, il n'y a personne parce que c'est trop petit, on ne peut pas prendre tout ça dans notre corps, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je voulais plus rien faire, plus rien être. Et c'est là que j'ai compris que ce retournement, qu'en fait, je sais pas comment le dire, c'est un peu bizarre, mais c'est en acceptant d'être tout petit, comme tu disais, d'être vraiment tout petit et d'être un humain vulnérable et limité, que la grandeur de ce qu'on est peut se vivre en fait au travers du personnage dans cette vie. C'est nous qui mettons encore des limites, hein, mais en fait non, c'est tout à fait possible. Et tu vois, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce message des tréfonds qui m'a dit redonne qui tu es. Et j'ai mis plusieurs mois à comprendre ce que c'était ce redonne qui tu es. Et ben redonne qui je suis, c'était redonne Heidi dans sa petitesse de petite bonne femme qui fait sa petite vie. Mais redonne ton histoire pour enfin, je sais pas comment le dire, tu vois, c'était. Ouais. Parle de ça, c'était ça, redonne qui tu es. C'est parle de ça et raconte que malgré l'apparence qu'on a et malgré la sensation de petitesse, en fait, pas du tout. On est d'une puissance absolue et on peut partager et donner cet amour à travers un tout petit personnage limité dans sa vie de tous les jours. Ben, ça rejoint ce que disait Paul tout à l'heure. Ouais. Absolument. Ouais. Mais c'est vrai que cette étape d'accepter le personnage dans sa petitesse, pour moi, elle a été essentielle. Essentielle parce que je voulais disparaître, parce que j'arrivais pas à manifester cette grandeur, parce que j'avais certainement un schéma ou une idée de ce que c'était que d'être grand ou d'être sage ou je ne sais quoi. Et je me disais, mais j'y arriverai pas et c'est pas possible. Mais parce qu'on n'est pas si petit que ça, en apparence. Donc, accepter le personnage dans sa limitation a été essentiel et a été révélateur de cette puissance. J'allais me tourner, merci Heidi, j'allais me tourner vers Elvira pour lui poser une question sur son regard sur le corps. Je ne sais pas pourquoi. Et justement, il y a Blaise, notre ami Blaise, qui nous pose une question. Peut-on faire une analyse de schéma corporel si l'on ne connaît pas l'heure exacte de sa naissance? Oui, je l'ai déjà fait. Du coup, s'il n'y a pas du tout d'heure, mais qu'on a au moins la journée, je regarde tout le panel des schémas et j'analyse uniquement les points qui sont stables. Ou éventuellement, je peux poser 1 ou 2 questions ou donner 1 ou 2 éventualités sur un centre. La personne se reconnaîtra. Des fois, ça m'est arrivé de donner 1 ou 2 options. Et d'ailleurs, du coup, je fais un prix parce que ça me demande. Du coup, c'est beaucoup plus cher. Mais oui, c'est le double, Blaise. Il faut voir si sur 24 heures, ça bascule pas du tout au tout. Voilà, si on a un peu de chance, il reste plein de choses qui existent encore. Ça m'est arrivé récemment 2 fois. Il y avait une personne, il restait que quelques données, et puis une autre personne, il restait presque tout sur 24 heures. Donc oui, on peut, il faut regarder. En tout cas, ça donne envie de le faire. Je t'ai oublié, mais on va le faire. Je vais te commander une. Vous pouvez tous retrouver le design humain sur la page. Vous contactez Elvira et tous ceux qui ont envie de le faire. Absolument. Alors oui, la question c'était sur rapidement chacun, parce que le temps avance déjà. C'était votre regard sur le corps. C'est quelque chose que je trouve de plus en plus important. Moi, ça me parle de plus en plus. Si au début on était dans cette approche non duelle, un peu radicale, je ne suis personne, je ne suis pas le corps. Moi, je trouve que plus on avance dans plus ce corps donne toutes les réponses dans l'instant présent. Je voulais avoir votre regard là-dessus. Vous ne votez pas.
Bon, allez, je vais bien commencer. Allez, corvée. Bah oui, non, en effet, moi, c'est intéressant parce que c'était pas du tout. Moi, j'avais plutôt une approche intellectuelle et puis dans mon approche professionnelle déjà, et puis c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait spécialement. Et il se trouve que maintenant, en plus de l'édition, je suis aussi réflexologue et je fais des massages. Et en fait, j'ai découvert cette approche corporelle et c'est vrai que ça, j'en suis qu'au début et je trouve ça. Il y a énormément de joie en fait à passer par le corps et à se rendre compte à quel point le corps est juste dingue, quoi. Quand je vois l'intelligence naturelle du corps qui s'exprime à travers les gens que je reçois, la façon dont il raconte tout en fait. Quand on est à l'écoute du corps, en fait, il fait que de parler en permanence, il exprime tout. Juste, on comprend même pas comment ça marche, quoi. On est capable, tu vois, d'envoyer des fusées dans l'espace, mais on est incapable de comprendre vraiment comment fonctionne le corps. Tu vois, quand on se rend compte que les émotions, elles sont localisées à des endroits, que le corps est en permanence en train d'essayer de se rééquilibrer, que quand ça parle à un endroit du corps, ça vient raconter une histoire, etc. Enfin, c'est juste, en fait, on ne comprend pas. On peut constater qu'il y a des choses qui se passent, mais en fait, on n'a pas la capacité, tu vois, de comprendre vraiment comment tout ceci fonctionne, quoi. C'est juste dingue, quoi. Donc, on parlait d'émerveillement. Le corps, oui, c'est un beau sujet d'émerveillement, en tout cas, pour moi. Bah voilà, donc que je découvre et que j'ai plaisir justement à travailler avec le corps, d'utiliser le corps. Ouais, c'est plutôt nouveau, moi, dans mon histoire, en tout cas. Et je pense que j'en suis qu'aux prémices, mais en effet, c'est une belle. Je trouve, d'abord, c'est sûrement une belle porte d'entrée aussi, tu vois. Qu'en fait, tout passe par le corps, en fait, dans les perceptions, c'est à travers le corps, quoi. Donc, ouais. Bonne question, monsieur Eskenazi. Très Bonne bonne question, monsieur Drucker. Quelqu'un veut dire quelque chose sur le corps, sinon on passe à autre chose. On passe à autre chose. Ok. Donc, moi, je voulais Heidi et Elvira, vous êtes hyper actives sur les réseaux sociaux. Heidi, surtout en ce moment, depuis une quinzaine de jours, je vois que tu n'arrêtes pas de publier des pavés, on peut le dire. Et puis Elvira, elle s'éclate. Voilà. C'est le cirque. C'est quoi votre regard, toutes les deux? Paul a lancé une web série qui est très sympa, aussi qui est sur YouTube et qui partage sur Facebook. On mettra le lien à la fin là. Mais Paul, je te sens un peu moins actif quand même que nos deux amis. Moi, j'ai un 3310. Donc, comme je disais, non, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. C'est ma compagne d'ailleurs qui met tous les trucs sur Internet. Ah, d'accord. J'ai jamais de téléphone sur moi, tu vois. Mais j'ai été obligé de me mettre sur Instagram, revenir sur Facebook et voilà. Je suis pas allergique, mais c'est vrai que c'est pas un réflexe chez moi. C'est pas ta passion première. Et alors, Elvira et Heidi, je voulais un peu avoir votre regard, vous, sur les réseaux sociaux et sur l'interaction et sur voilà, comment ça se vit? Moi, j'avais très peu de. J'avais une page Facebook pour rester en lien avec ma famille, avec mes nièces et mes sœurs, c'est tout. Et puis quelques personnes de mon quartier. Et là, depuis 1 an et demi, avec le passage à Chemin d'Unité, je suis passée à je ne sais pas combien de mille de personnes. Et avec ce fameux redonne qui tu es, je ne sais pas, il y a pratiquement tous les jours un élan vraiment à partager, à écrire. C'est que ça peut me prendre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. J'ouvre mon ordi et j'écris. Et puis, j'écris comme ça, quoi. Je retouche jamais rien. C'est nouveau que ça fasse ça depuis 1 an et demi. Donc, je me restreins pas et j'écris, je partage. Et ce qui est super chouette avec cette communauté Facebook, c'est que on échange. Voilà, on échange. Ça résonne chez certains. Je reçois des témoignages, on pose des questions. Il y a vraiment beaucoup de joie à faire ça, en fait. Et j'ai rencontré beaucoup de monde grâce à ça. Donc, c'est ma seule façon de communiquer et de partager, c'est Facebook. Et vraiment, cet élan, il est là. Il est là, c'est tout. C'est tout. Et je ne le restreins plus maintenant. Enfin, avant, je ne le faisais pas. Ou je le faisais de temps en temps, mais ça n'intéressait personne. Mais maintenant, ça intéresse du monde. Tu vois, il y a de la résonance. Et donc, il y a de la joie sans cesse à écrire, à partager. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup écrit. Mais là, ça fait 2-3 jours que j'écris plus.
voilà, je force pas à le faire. C'est là ou c'est pas là, c'est tout. Il y a l'élan. C'est là, c'est tout. Ok. Et c'est chouette. C'est chouette. Ouais. Elvira, déjà, tu t'éclates, toi. Bah, moi, déjà, depuis toujours, je suis technicienne dans les médias, donc appuyer sur des boutons et jouer avec des écrans, c'était une passion de l'enfance. Je sais pas pourquoi je veux dire ça, mais quand j'ai eu 6 ans, personne n'avait le droit de regarder la télé. Et ma mère m'a offert une télé couleur pour que je puisse regarder les dessins animés en couleur. Donc, je pense qu'il y a eu tout de suite le droit de jouer à tout ça. J'ai toujours adoré. Moi, mon téléphone, c'est un organe en plus. J'ai aucun scrupule avec ça. Moi, j'aime les réseaux, j'aime Internet, j'aime la fluidité. J'aime pouvoir faire des posts quand je suis dans ma salle de bain, dans la rue, au bar, n'importe où. Je m'en fous. Et en fait, étrangement, oui, c'est assez compulsif, ça sort tout seul. Faut le faire. Ça m'amuse. Je me tape des barres toute seule. Hein. Je rigole en faisant les trucs. Les gens ont des réactions, c'est hyper tonique sur Facebook. C'est voilà, foire d'empoigne des fois, c'est drôle. Oui, je t'ai vu réagir l'autre jour sur un sujet sur l'argent. Non, mais des fois, je m'énerve vraiment, en fait. Ouais, Hein. j'imagine. Ah, il y a encore quelqu'un qui s'énerve alors. Ah ouais, carrément, ouais. Moi, faut pas me faire chier non plus. Hein. Non, mais il y a ce truc aussi. Comme je balance des trucs drôles, les gens, ils pensent qu'on est bourrés au comptoir ensemble. Alors, ils me voient tous les jours, donc ils me tapent dans le dos, ils me disent pas bonjour. Donc, des fois, c'est comme dans la cour d'école, quoi. T'apprends la politesse. Mais ça va, ça m'amuse, c'est marrant. Et ouais, moi, En tout cas, je voulais te dire que c'est vraiment c'est très frais, c'est très drôle. Et oui, moi, franchement, je joue comme une gamine. Hein. Nous, on s'amuse à te lire. Quand j'étais petite, je jouais au Barbie, j'inventais des histoires tout le temps. Et j'ai toujours été comme ça. Alors que dans ma vie, depuis 2-3 ans, depuis le début de ce cheminement étrange, là, au contraire, je suis hyper calme. Je suis toute seule, je fais mes petits trucs dans mon coin, dans ma bulle. Je vis comme une nonne, c'est ça qui est étrange. Donc, il y a un drôle de contraste. Alors qu'avant, j'étais un animal de meute, j'étais tout le temps dehors et tout ça. Mais j'ai toujours eu, avant l'éveil aussi, hein, je faisais des films. Donc, j'ai toujours eu un contact avec le public, les réseaux, machin. Moi, j'adore Internet, ça m'éclate. Je trouve ça très rigolo, moi, de me faire livrer un bouquin en 2 heures. Je trouve ça génial. Ça m'amuse, moi. Moi, je vis bien avec mon temps. Je trouve ça très fluide, très marrant. C'est pas c'était mieux avant. Je trouve ça... Comment ? Non. Pas c'était mieux avant. C'est très, très rigolo de vous voir sur des petites vignettes, là, qu'on est en train de ensemble. Moi, je trouve ça vraiment marrant, quoi. Voilà. C'est un jeu de la conscience. Moi, je trouve ça très rigolo pouvoir jouer si rapidement, faire livrer des machins à bidule. Enfin, moi, j'adore. C'est ludique. J'adore la technologie. On parlait de fascination. Les papillons, les rivières, tout ça, c'est beau. Hein, c'est sûr, c'est vivant, c'est machin. Mais je suis fascinée par les TGV, les ascenseurs, les escalators, les portes automatiques. C'est vrai, j'adore ça. J'adore le monde technologique. Moi, je vis dans les rues piétonnes. C'est con, mais j'aime ça. J'aime les boutons, j'aime les couleurs, mettre des lettrages. Puis ça sort comme ça. Mais de toute façon, tu regardes mon schéma corporel, c'est un schéma de fusée qui a des trucs à dire. Hein. Je cherche pas. Voilà. Les amis, on va bientôt conclure, parce que ça suffit. Hein. Sur un malentendu. Comment ? Ça s'est vu. S'il n'y a pas de questions non plus, il y a plein de commentaires, mais il n'y a pas forcément des questions. Est-ce que, alors donc toi, Elvira, tu accompagnes avec le design humain. Entre autres, oui, pas seulement. Hein. Non, pas seulement. J'allais vous demander, est-ce qu'il y a un élan Est-ce qu'il y a un élan pour accompagner en privé ou en groupe ou à partager sur ce cheminement spirituel? Oui, en one-to-one, je le fais, j'échange beaucoup, j'aide beaucoup de gens aussi. Je ne fais pas que du design humain, le design humain est un de mes outils, mais non. Si, j'aide les gens en one-to-one, il y a plein de gens qui m'écrivent, des Zooms, des rendez-vous. Moi, j'ai la chat, j'aime bien parler aux gens, je suis assez à l'aise avec ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime ça, ouais. J'aime partager, c'est surtout que j'ai vécu cet éveil d'une façon tellement isolée, brutale et en solo, il m'a plu dessus de l'éveil avec une brutalité monstre alors que j'étais pas en recherche. Comment te dire que je suis heureuse de partager. Tu nous as pas raconté, Elvira, en 2 mots comment ça s'est passé? En deux mots, d'une heure à l'autre, il a commencé à pleuvoir des phénomènes paranormaux dans mon existence alors que j'étais cartésiennissime.
à sentir les gens, sentir les morts, les énergies, enfin tout le tintouin, le cirque infernal du multidimensionnel pendant 1 an. Je suis passée par tous les. Du coup, ça a été vraiment très rock'n'roll et très 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 éprouvant parce que j'y croyais pas. Je croyais que j'étais dingue. En fait, j'avais aucune référence, aucune recherche, rien du tout. Donc j'ai fonctionné en mode survie pour essayer de comprendre ce qui se passait au fur et à mesure. Et puis un jour, j'ai regardé mon étagère et putain, c'était moi, quoi. Finalement, l'étagère et tout était moi. Et tout à l'heure, j'avais envie de dire ça. J'avais envie de dire un mélange un peu de ce qu'on disait, rapport au corps et l'éveil, qu'est-ce que c'est. Moi, maintenant, c'est devenu, plutôt que d'être un personnage qui reconnaît sa petitesse pour sentir le grand, moi, il a été vu que j'étais le tout. Moi, je suis l'univers qui enfile des chaussettes et qui met des Converse le matin, en fait. Et du coup, il y a eu, moi, un processus de pardon du regard. Et du coup, moi, je regarde mon corps et le monde comme étant un tas de pixels rêvés. En fait, mon rêve de jour a la même substance que des rêves de nuit. Je le vis un peu comme ça. Donc, moi, c'est une exploration sensorielle sans fin. Donc, pour moi, il n'y a pas de demi-éveillé, d'éveillé, de pas éveillé. On s'en rend compte ou pas, mais on est dans un rêve hallucinatoire au présent. On est un tas de pixels qui se déplacent en fonction du regard qu'on pose. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure. Donc voilà, si je sais même plus si j'ai dû dériver de là où on est parti, j'en sais rien. Voilà, je vous dis ça, j'ai dit ça. Alors, merci Eddie. Non, c'était exactement ma question. C'était que tu nous racontes un petit peu cet éveil que tu as vécu. Ah oui. Et j'ai trouvé qui c'est qui a une télé allumée. C'est Sébastien. Voilà. Après avoir éteint les micros des uns et des autres. Il y a pas de c'est toi le parasite. Voilà. Sébastien, c'est toi qui as une télé allumée. C'est toi qui brise l'unité. Comment? C'est toi qui brise l'unité. Ouais, exactement. C'est Monsieur Séparation. Paul, est-ce que tu partages? Est-ce que tu as envie de partager? Est-ce que tu as envie d'accompagner? Moi, j'accompagne des gens. Alors, moi, j'accompagne des gens dans le métier, c'est-à-dire des acteurs souvent. Avant des tournages, je vais le faire certainement aussi sur des tournages. J'essaie de faire une espèce de pacification sur ces lieux qui sont des espèces de petites sociétés où se passent des choses un peu folles, où les égos sont très bouillonnants, où les personnages sont très... Et donc j'accompagne souvent, avant ça se faisait tous les samedis, des comédiens qui étaient sur des séries, on venait toute l'après-midi. Sinon, moi, mon partage, c'est toujours, ça va être avec Ilia. Je vais continuer, je vais essayer je monte une série qui va parler de la non-dualité sans jamais en parler. Mais je dis rien pour le moment. Je monte une espèce de shortcom, sitcom, parce que j'ai envie de faire des choses qu'on n'a pas vues. Parce que j'ai l'impression, en fait, quand on partage tout ce qu'on dit là, qu'il y a quand même une espèce de... On pourrait dire n'importe quoi, de toute façon, on est dedans, on est déjà dedans. On pourrait dire blablabla tous ensemble, et c'est déjà ça, en fait. C'est ce qui... Enfin, on n'en sortira jamais. Tu vois, je me rappelle d'une émission avec toi, Alain, c'était avec Didier, c'était Looking for Atman, et tu as commencé l'émission comme ça, et tu as dit à Didier, mais en fait, tout ce qu'on a dit depuis le début, ce qu'on dit là, c'est ça. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est ça. Et enfin, on pourrait dire n'importe quoi, en fait, on est dedans, enfin, tu vois, là, tout à l'heure, j'écoutais, je me suis dit, mince, ok, le corps, oui, si je dis ça, c'est... Enfin, tu vois, il n'y a pas de sens, en fait. Presque, tout rentre dedans et sort. On est toujours dedans. On est toujours dedans, mais c'est quand même, à chaque fois, je suis émerveillé par la grandeur de ça, Ouais. et de ce qu'on est. Et à chaque fois, je trouve ça absolument waouh, c'est une révolution incroyable à chaque fois. Et pourtant, c'est d'une banalité dingue. Mais on se comprend. Mais tu vois, quand Elvira, moi, quand j'ai rencontré Elvira, ça m'a... Tu sais, c'est comme si je m'étais serré la main en me disant, ok, c'est cool. J'avais aimé un de ses posts qui disait, oui, la verdure, machin, mais moi, j'aime la ville. Et moi, j'étais parti en Bretagne pour aller dans la nature et ça m'a pas plu, en fait. Je suis revenu à Bruxelles et je me suis dit, la vie, c'est ça, moi. Les trams, je suis arrivé dans le métro, c'était blondé, j'avais un sourire, je me suis dit, oh, je suis de retour chez moi.
Et je me suis. Enfin, Elvira, c'est comme une nouvelle vague un peu, tu vois. C'est on s'en fout, on n'est plus dans le tout est ça, enfin, tu vois. Oui, non, ouais. Et puis surtout, il y a cette idée de pas se prendre au sérieux, quoi, et voilà, tous ces enseignements, tout ça, et de ramener ça à quelque chose de beaucoup plus drôle, de beaucoup plus léger, quoi. J'ai pas eu le temps de suivre des enseignements, et puis ça a été tellement violent, le réveil a été tellement un réveil brutal là que du coup il y a aussi une forme de catharsis, hein, franchement. Hein. Bon après voilà, j'ai grandi. Si on restait dans l'histoire, dans ma famille, c'est une bande de bout en train, ils sont tous drôles, donc il y a aussi ça, mais bon d'accord, ok, mais oui, enfin, il y a la couleur Elvira quand même qui est comme ça, quoi. Tu vois. Oui, ouais. Bah, je découvre aussi le retour, parce qu'en fait, avant ça, je faisais des films sur la dictature, donc c'était pas trop c'était très gai. C'était hyper gai, ouais. Pendant 15 ans, j'ai fait que des films sur la dictature et sur les disparitions de personnes avec procès non finis. Et puis là, d'un coup, je poste tout ça, c'est un drôle de. On a changé d'épisode, mais l'humour était là déjà, hein, même si avant, quand je faisais mes films, il faut avoir beaucoup d'humour pour faire des films comme ça, d'ailleurs. C'est conseillé. Donc, ouais, écoute, hein, j'explore. Voilà, c'est un voyage d'exploration. Moi-même, je découvre ce qui se passe. Hein. Heidi, un petit mot sur tes accompagnements? Alors, oui, moi, je reçois des personnes en solo, en visio, on parle de leur chemin. Et puis, je travaille aussi un peu en psychotraumatologie, donc pour aider dans la libération des émotions. Justement, en passant par le corps, hein, grâce aux émotions et aux ressentis dans le corps, on remonte le fil jusqu'à la source. Ça peut être un événement qui nous appartient, ou on remonte aussi aux grands-parents, un événement, une croyance. Alors, on guérit ça dans les cellules. Et puis, j'ai mis en place aussi, une fois par mois, un accompagnement en groupe, en visio aussi. Voilà, et puis des fois, j'aime bien témoigner en direct aussi quand je suis invitée. Donc ça, c'est de temps en temps, suivant les événements. Et ça peut être des publics, un public de chercheurs ou bien pas du tout. Pas du tout. J'ai témoigné dans des assos de femmes battues ou blessées. Voilà, ça marche aussi. Puisque je ne parle pas spécialement d'éveil. Tu parles de la vie. Je parle juste de la vie courante et de notre regard qui peut s'ouvrir, s'élargir, notre cœur aussi. Voilà. Bon, super les amis. Moi, je vous propose que moi, ça m'a donné envie de faire ça en vrai, en présentiel. Une rencontre comme ça tous ensemble. Donc, si ça vous a plu et si ça vous dit, on pourra envisager de faire la même chose, mais en vrai. Voilà. Ouais. Avec du public, avec du monde, etc. Ça pourrait être super sympa. Et filmé avec captation et tout, ça pourrait être super. Sébastien, je te laisse le mot de la fin. C'est toi qui avais initié, je crois, cette rencontre, non? C'est ensemble, on l'a initié. Ouais, bah écoute, ça correspond bien à ce que moi j'aime faire, en fait. Je me rends compte que, quelle que soit la forme, moi, ce que j'aime, c'est accompagner, en fait. Et donc, que ça soit sous la forme, tu vois, de gens qui viennent me voir là en cabinet, ou que ça soit dans de l'édition, ou dans des choses comme ça. En fait, moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est accompagner. Bon, donc voilà, peu importe la forme. Accompagner, partager. Je suis un peu comme Elvira, j'ai aussi, moi, je peux avoir une tendance à l'ermitage. Et je suis très à l'aise dans ça, mais par contre, j'aime beaucoup aussi sortir de mon ermitage pour rencontrer des gens, partager. Voilà. J'aime avoir les deux facettes de la pièce, en fait. Mais ça se sent, on sent chez vous quatre cet amour des autres, cet amour des gens, et c'est agréable à percevoir. Alors, on va conclure. Je vous remonte les livres que j'ai. J'ai choisi L'amour d'Heidi chez Ilia Édition. On salue par la même occasion Sylvie Armand, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mais qui est la cofondatrice talentueuse de... J'en profite pour le montrer d'ailleurs. La Bible de Paul, pour qui c'est la Bible, hein, celui-là, le jeu de la vie. Ah bah tiens. Ça, c'est le livre de Paul. Sébastien, tu nous montres ton livre? Ouais. Ah bah, on parlait de souffrance, justement. Tu vois, le titre qui était venu, moi, c'était ça, vers une vie sans souffrance. Ça me rappelle... Montrer mon chien.
J'ai pas de livre. Ouais, et moi, et ça me rappelle une vie libérée. Ça, c'est ton chien. Tu montes, bah, d'accord. Ton livre, Je suis Dieu qui va au Monoprix sortira bientôt. Alors donc on retrouve tous les 4, on vous retrouve sur Facebook. Vous cherchez Paul K, Elvira La Conscience s'amuse, Edith Dupré et Sébastien Solo. Et puis on se retrouve tous, je ne sais pas quand, mais très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir participé. Merci à toi. Merci Alain, merci Sébastien pour l'initiative. Merci Paul, merci. Merci Elvira, merci Heidi. Merci. On fait que. Merci à la vie. Moi, je ne sais pas faire. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Je sais pas. Après, merci à la vie et merci à tous. L'émission reste un peu sérieux quand même. L'émission, qu'est-ce que j'ai dit? L'émission reste. L'émission reste en replay directement sur Facebook et sur YouTube, donc vous pouvez partager, revoir, vous la repasser en boucle, voilà. Ou vous endormir avec, c'est bien aussi. C'est un peu chiant quand même. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont regardé et qui ont tenu 1h20. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche et puis une bonne soirée. Et puis voilà. Quelqu'un veut rajouter quelque chose ou c'est parfait comme ça? Ouais, on va lancer un truc. J'ai une copine qui s'appelle Olivia qui est réalisée, qui s'est pris un éveil flash dans la gueule. À chaque fois maintenant, quand elle dit au revoir, elle dit myocarde sur toi. Myocarde sur toi? Myocarde sur toi. D'accord. Allez, c'est parti. Je vous salue. Merci à tous. Merci. Vous pouvez rester après le générique. À tout de suite. Allez, bonne soirée à tous.